Voilà. Alors, je vous parlais des courants d'illustration contemporaine d'une façon un peu originale. Il se trouve que j'avais des relations très amicales avec André François et que, alors que lorsque Savignac est mort, il y a eu un hommage qui lui a été fait et j'avais dit à André François, bon, cet hommage, il est minable, le vôtre sera beaucoup mieux. Et donc, j'ai demandé, mais à des illustrateurs qui étaient des amis, hein, de faire un hommage à André François. Et au fur et à mesure que les images arrivaient, je me suis rendu compte que on avait une espèce d'inventaire et finalement des courants d'illustration contemporaine et que ça devenait quelque chose de très intéressant. Alors j'ai commencé à montrer les choses à André François, il s'est beaucoup amusé, il m'a dessiné il a pris une petite feuille de papier, comme il faisait très souvent quand on bavardait. Il a dessiné une vitrine de pompe funèbre. Il a écrit dedans trois cercueils, un petit cercueil, un moyen cercueil, un grand cercueil. Et tapant du doigt sur le grand cercueil, il a dit, vous verrez, vous me ferez un posthume sur mesure. C'est effectivement ce qui est arrivé, puisqu'il était mort avant que ça aboutisse. Donc, je ne pourrais pas malheureusement vous parler d'André François, mais voilà, je vous montre quand même quelques photos. Alors voilà André François jeune dans son atelier, ici à l'hôtel Chelsea à New York, où il a séjourné très très souvent et qui est un hôtel évidemment mythique. On le voit ici photographié par Robert Doisneau, qui était un de ses très très grands amis, d'abord d'après-Vert, Doisneau et Alexandre Troller, qui est une bande de joyauderie qui s'entendaient fort bien. Ici, c'est des photos auxquelles je tiens beaucoup, que j'ai prises dans son atelier à la toute fin de sa vie. Donc, le voici ici. Et là, photo encore plus sensible parce que c'est le jour où, après l'incendie de son atelier qui a détruit toute son œuvre, eh bien, on a débâché l'atelier. Donc, j'ai pris cette photo-là, que je trouve particulièrement émouvante. Là, très rapidement, lorsque j'ai eu cet hommage, j'en ai fait une exposition, et donc je vous montre aussi rapidement quelques visuels de cette exposition. Ça, c'est Robert Delpire qui avait choisi ce visuel, puisqu'il a présenté l'exposition lorsque à la semaine de photographique de Arles, quand il a eu carte blanche, et c'est un portrait de Robert Delpire par André François, l'homme à la tête fleurie, où les idées jaillissent comme des fleurs. Hein. Alors ça, c'était le visuel que j'avais choisi moi. André François, autoportrait en clown, en train d'affronter la mort. Ça, je l'aime beaucoup aussi. Celle-ci, elle avait été choisie par l'Institut culturel roumain. L'exposition a circulé un peu partout en France et aussi beaucoup en Roumanie, où j'ai créé à cette occasion un centre André François à Timisoara, qui était sa ville natale. Et donc ça, c'est un autre des visuels de cette exposition. André François s'amusant beaucoup à représenter des gens complètement timbrés. Hein. Le timbre étant omniprésent dans son travail. Voilà, encore d'autres aussi, le marin tatoué, les tatouages, les sirènes, les marins étaient aussi très présents dans son travail. Alors, nous voici devant l'hommage tel qu'il a pu être fait. Alors, je veux dire, pour créer une image, il faut trois choses essentielles, bien sûr. Il faut une source d'inspiration. Et ce qui donne l'unité à l'ensemble du corpus que vous allez voir, c'est la source d'André François, puisque cette source d'André François est son travail, le travail d'André François. Ensuite, eh bien, il faut effectivement avoir une idée pour canaliser. L'idée, ce sera ce que chaque illustrateur a prélevé dans l'œuvre d'André François qui lui correspondait, soit un souvenir personnel, soit une œuvre qu'il avait particulièrement touchée ou amusée. Et le troisième point, bien sûr, c'est des techniques pour la mise en œuvre. Et donc, ce qui est assez intéressant dans ce petit corpus, qui est en fait un corpus sans prétention, puisque c'est un corpus d'amis, hein, et donc pas exhaustif de tout ce que peut représenter une illustration contemporaine, eh bien, c'est qu'on retrouve aussi un inventaire de techniques qui est quand même assez intéressant. Alors là, c'est Béatrice Alemagna. Quand j'ai fait cet hommage, c'est en 2005, donc elle était toute jeunette. Elle évoque là un souvenir d'enfance, c'est elle, un autoportrait. Et son père, elle vivait à Bologne, et son père lui avait acheté à Bologne au moment d'une des
foire du livre de Bologne, hein, qui a inondé sa jeunesse, eh bien, cette lithographie d'André François qu'elle a gardée toute sa vie au mur de sa chambre. Et là, c'est un travail à l'acrylique sur papier. Béatrice Alemania, c'est ça? Béatrice Alemania. Alors ici, on a Béangéli. Béangéli évoque quelque chose que vous connaissez tous, évidemment, ce sont les larmes de crocodile, qui est un des livres phares d'André François, qui date de 1956 et qui a révolutionné les livres de jeunesse, puisqu'il s'agissait d'abord d'un livre-objet, et d'autre part dans un contexte qui était le contexte, j'allais dire, Père Castor, où les livres devaient être soit éducatifs, soit instructifs. Il a fait un livre gratuit, rien que pour s'amuser. Alors, Béangéli, elle a repris ce crocodile qui pleure, mais elle, c'est une virtuose de la xylographie. Donc, vous voyez qu'elle a fait une gravure sur bois de très grande qualité, en jouant beaucoup avec les fils de la matrice. C'est une très belle réussite. Donc, Béangéli. Gilles Bachelet, et qu'on change complètement de genre. Alors Gilles Bachelet s'est introduit lui aussi dans ce dessin, c'est le repos de crocodile, donc c'est toujours les larmes de crocodile qu'il a inspiré, mais il y a ajouté ses éléphants à lui, hein, ces éléphants ainsi que les escargots qui font partie. Alors vous savez que les éléphants chez lui ce ne sont pas des éléphants, mais ce sont des chats, hein, ce sont des chats. Et donc et les escargots qui font partie de son univers. Le petit oiseau, il fait partie du livre des larmes de crocodile d'André François, il est présent tout au long du livre, et donc cette fois on a une aquarelle de Gilles Bachelet. Donc. Alors Michel Baquès a dessiné au feutre, ensuite il a scanné son feutre et il a retravaillé tout ça à l'ordinateur. Alors il s'agit cette fois d'un portrait d'André François, hein, qu'on reconnaît par rapport aux photos que vous avez fait tout à l'heure. Alors le numérique, évidemment, est présent dans quelques-uns des dessins, forcément. Une BD, je crois que c'est presque la seule de l'ensemble du corpus, Christophe Besse. Alors Christophe Besse, c'est assez amusant, hein. C'est quoi cette horreur? Voilà. Et donc vous avez les commentaires finalement dans une exposition sur le travail d'André François. Je vais essayer d'agrandir, voilà, pour que vous puissiez voir mieux. Hein. Et donc, ce mec ne sait pas dessiner, c'est évident. Quelle honte d'exposer ça. Il paraît que le type qui a fait ça est vachement connu. Un gosse de 3 ans fait mieux. Et t'as vu sa bagnole? Elle ressemble à rien. Il se fout du monde, etc. Et puis, visionnaire, ce type-là, dans 3 mois, on n'en parlera plus. Alors, l'inspiration, elle vient cette fois d'un autre livre phare d'André François, qui est Les Rhumes, qui était une publicité assez extraordinaire qu'il a faite avec Robert Delpire pour un médicament contre les rhumes. Alors, la technique de Christophe Besse, là, c'est de la plume, de l'encre de Chine, mais il a fait aussi de l'acrylique et il y a quelques collages aussi. Guy Billou, alors Guy Billou travaille maintenant complètement à l'ordinateur. Il n'utilise plus du tout, il n'utilise plus les techniques traditionnelles comme il pouvait le faire autrefois. Alors l'allusion là, elle est évidemment au cheval d'une publicité d'André François pour Citroën, et puis aussi les moutons de Panurge, qui est une allusion à une publicité qu'il avait faite pour le Nouvel Observateur, hein. Ne soyez pas des moutons, soyez des Nouvel Observateurs. Et cette flamme-là c'est un souvenir personnel. Sa femme, Guy Billou, se partage entre la France et les États-Unis. Il est marié avec une Américaine qui maîtrise pas forcément le français. Et un jour, voulant dire de moi que je pétais le feu, elle a dit, excusez-moi, que j'avais le feu derrière. Donc voilà, cette petite anecdote, et c'est pourquoi il a effectivement fait un cheval qui pète le feu. Quentin Blake est un ami d'André François de toujours, depuis les années 50 où ils ont travaillé ensemble pour la revue Punch en Angleterre. André François a fait une 40aine de couvertures pour Punch. Alors Quentin Blake, vous savez, qui est maintenant anobli par la reine d'Angleterre et qui a fait un magnifique centre d'illustration à Londres et qui est encore en train de l'étendre, d'en faire une institution assez remarquable. Donc, avait, lorsqu'il a fait cet hommage, fait un livre pour
Gallimard qui s'appelait Les Oiseaux. Donc là, il s'agit tout simplement d'une aquarelle, hein, mais avec un trait d'une dextérité extraordinaire. C'est quand même un très 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 grand artiste. Et dans Les Oiseaux, c'est que les caractères de La Bruyère, mais sur le plan classique, c'est une merveille. Et ils ont une amitié extrêmement forte. Et voilà, donc ça c'est Quentin Blake. Donc vous voyez qu'on a déjà représenté depuis le début 3 générations d'illustrateurs, hein. Alors, Serge Bloch a repris l'idée, c'est un portrait d'André François, mais il a repris l'idée des collages. André François collait tout et n'importe quoi, récupérait des choses dans son jardin, dans les poubelles, partout, et refaisait ensuite des collages. Donc il a repris l'idée. Donc vous voyez ce petit bout aussi d'extra fort là, et donc c'est un dessin à l'encre. Serge Bloch se partage entre la France et les États-Unis, mais il connaît très très bien aussi l'œuvre américaine d'André François. Michel Boucher, là, c'est de la gouache et il y a du collage de petits écrans là collés. Hein. C'est donc de la gouache. Fait allusion d'abord au personnage de clown très très présent dans l'œuvre d'André François, mais aussi à l'obsession qu'il avait du temps qui passe et aux nombreuses pendules qu'il a pu représenter. Daniel Bourg, alors je pense que votre génération, puisque je pense qu'il y a des étudiants dans la salle, je suis frustrée de ne pas les voir, et donc vous avez tous été biberonnés avec Petit Ours Brun, et Daniel Bourg a aussi illustré de grands textes littéraires aussi, et en particulier des écrivains suisses, hein. Et là, à la gouache, puisqu'elle travaille exclusivement à la gouache, elle s'est mise au crayon cette année, vraiment tout récemment, mais sinon elle travaille à la gouache, et là elle fait allusion d'abord à l'origine des pays de l'Est d'André François, et puis à son amour des oies, hein, dans la cuisine de l'Est. André François représenterait très souvent des oies en particulier dans ses publicités pour les médicaments qui permettraient de digérer, n'est-ce pas? Alors, Alice Charma, c'est la fille de Philippe Dumois qu'elle a représentée là, ici à sa table de travail, et elle a fait une lettre, elle a adressé elle fait une sorte de petit roman graphique de ses rapports avec André François, comment André François est apparu dans sa vie. Donc il est apparu, vous voyez, à ce qui était accroché au mur de l'atelier de son père, c'est-à-dire deux des publicités du Nouvel Observateur, l'escargot et la pantoufle. Il est apparu aussi pour les larmes de crocodile qu'on voit arriver par le facteur, n'est-ce pas? Apparu aussi parce qu'ils passaient leurs vacances en Normandie, et donc ils sont connus comme ça. Là, c'est une chaise qui avait été exposée au musée de Dieppe et qui a brûlé dans l'incendie de son atelier aussi. Et puis, on voit au-dessus de sa commode une lithographie qui représente Arthur le Dauphin qui n'a pas vu Venise. Là, un portrait d'André François et de sa femme. Et donc, voilà. Et donc, ces remerciements, cette lettre est vraiment très touchante. Donc, Alice Chardin. Bon, on reconnaît Nicole Claveloux, hein. Alors, Nicole Claveloux a fait un rébus. André François. Alors, c'est de l'encre de Chine, il y a de la gouache, il y a du crayon de couleur. Enfin, elle a mélangé un petit peu toutes les techniques. Hein. Et donc, André François, vous voyez, et elle avait fait cette esquisse que je trouve absolument extraordinaire. J'aime presque plus l'esquisse que le dessin définitif, comme ça. Elle avait fait ça donc au crayon gras très, très rapidement. Extraordinaire, Nicole Claveloux. Alors, Jean Claverie, on reconnaît un de ces petits personnages très présents dans son œuvre. Bon, c'est aussi un grand illustrateur des contes traditionnels, mais c'est aussi un musicien. Il fait des concerts, il chante, etc. Il joue pas de l'accordéon, hein. Jean Claverie, il joue de la guitare, hein, c'était aussi quelqu'un d'un grand raffinement, d'une grande culture. Ici, on a la petite chanson des petits crayons qui ont plus de papa. Donc, c'est un dessin au crayon qu'on pouvait remarquer, mais sur lequel il a photographié du crayon et fait ensuite un montage en Photoshop.
Pierre Cornuel. Pierre Cornuel a des rapports très proches avec l'Asie et en particulier avec la Chine. Et donc, il rapporte très régulièrement des papiers. Ici, c'est un papier bambou. Donc, il a fait un portrait d'André François qui est une parodie d'une de ses célèbres lithographies où il représente une main en portrait comme ça, en buste, une main avec tous les doigts de couleurs différentes. Et vous voyez qu'il est immergé dans un bain de peinture. Là, dans le cas de Caponiel, c'est un mélange d'encre de Chine, mais aussi d'acrylique. Alors, il avait fait ça avant, mais sur un papier ordinaire, le résultat est évidemment beaucoup plus médiocre. Cathy Coupry. Alors, Cathy Coupry a fait une gravure sur bois, mais elle l'a faite en palimpseste sur une page de revue. Hein. Donc, c'est une allusion aux oiseaux, très présents aussi dans d'André François, et en particulier à un petit oiseau d'une affiche de la fête de la musique qui avait été commandée par Jacques Lang juste après l'incendie de l'atelier et qui avait été pour André François une forme de renaissance parce qu'il était tellement accablé au moment de l'incendie que cette affiche qui a eu un succès phénoménal l'a remis un peu sur pied. Michel Defresne, qui est exposé en ce moment au musée de Moulins avec une très belle exposition qui vaut vraiment le voyage. Elle est donc au musée d'illustration jeunesse de Moulins. Alors là, elle a fait donc sur des techniques mixtes, toutes sortes de collages de petites cochonneries diverses, mais avec un résultat très poétique. Elle travaillait à ce moment-là sur une série de poèmes, et elle a fait de ça dans cet esprit-là, allusion aux nombreux insectes qu'on va trouver, mais uniquement à la fin de la vie d'André François, et en particulier dans un certain nombre de dessins qu'il a fait pour la revue VST, qui est une revue de santé mentale. Les insectes, d'ailleurs, sont beaucoup plus inquiétants puisqu'ils peuvent être chez Michel Defresne. Une photo, cette fois, de Thierry de Dieu, donc s'est amusé à représenter des instruments, une petite photo numérique, et Thierry de Dieu a fourni un autre dessin où cette fois vous reconnaissez le papillon, vous connaissez tous l'affiche de l'école des loisirs avec le papillon lecteur. Donc le papillon fait partie du bestiaire privilégié d'André François et il a fait donc son portrait aussi de cette façon-là. Alors là, c'est toutes sortes de techniques mixtes sur papier, dans des collages aussi. Nous avons Étienne de Lessard, qui est le créateur de notre fondation des maîtres de l'imaginaire, qui a au mur de son atelier, depuis son adolescence, au mur de sa chambre d'abord puis de son atelier, la revue Graphis, où on voit cette lune, la revue Graphis, qui a compté beaucoup pour cette génération d'illustrateurs, puisqu'elle valorisait l'illustration de façon absolument magnifique. Et là, Étienne de Lessard a travaillé à l'aquarelle, ce qui est absolument impressionnant d'arriver à avoir cette densité, cette force de couleurs, cette présence avec de l'aquarelle. Claudine Desmarteau, lorsqu'elle parle d'elle, elle dit qu'elle est la spécialiste de dessin moche. Alors donc voilà, dessin moche de Claudine Desmarteau. André François se présente au paradis devant Saint-Pierre et demande une dérogation pour aller faire quelques portraits en enfer où ça doit être effectivement beaucoup plus rigolo. Donc voilà ce portrait. Alors là, Claudine Desmarteau, c'est de l'encre de Chine et puis avec un petit peu d'acrylique aussi. Malika Doré, qui était aussi toute jeunette quand elle a fait ce premier dessin, est une grande admiratrice aussi d'André François. Là, il s'agit évidemment d'une allusion aux larmes de crocodile. Vous voyez que les larmes de crocodile ont marqué beaucoup d'illustrateurs de cette génération. Alors là, c'est simplement de la gouache, de la gouache sur papier, et elle a fait un deuxième dessin qui est très émouvant parce que c'est de la gouache, mais la petite boîte d'aquarelle, là, elle est collée. Et cette boîte d'aquarelle, elle l'a achetée à Timisoara lors d'un de ses voyages. Et donc, voilà, elle l'a laissé coller sur ce dessin qui représente aussi, bien sûr, les larmes de crocodile. Jacqueline Duhem,
Donc très amie d'André François, très très liée avec elle aussi. Alors elle fait maintenant que tu es avec Raymond Savignac, Jacques Prévert, Robert Doisneau, cette bande de copains et les autres de tes copains ne nous oublient pas. Et donc, Jacqueline Duel, elle travaille exclusivement à l'aquarelle et avec un peu au crayon, mais elle se promène partout avec ses petites boîtes d'aquarelle. Et elle a mélangé une allusion, bien sûr, toujours aux larmes de crocodile, toujours ces mêmes larmes de crocodile, à un de ses livres à elle, un de ses livres phares, qui est l'Opéra de la Lune. Ça, c'est mon portrait par Philippe Dumas pour me féliciter d'avoir réussi à faire cet hommage. Voilà. Cette fois, Philippe Dumas. Alors, Philippe Dumas, sa source d'inspiration principale, c'est sa vie personnelle, ce sont ses enfants. Il a illustré, bien sûr, des textes littéraires et aussi des chansons. Et c'est quelqu'un qui est un virtuose de la plume, de l'encre et de l'aquarelle. Et là, il raconte à Grésy-les-Quatre, petit village où habitait André François, comment un jour, tout jeune, il est venu présenter ses dessins à André François, laissant sa femme et son bébé, la petite Alice, dont on a vu l'hommage tout à l'heure, ici dans un couffin, présente ici dans un couffin, et André François et Marguerite, sa femme, qui est là debout, les ont gardés à déjeuner. On voit aussi le chien d'André François, qui est très important dans sa vie et qui est mort aussi. Cet arbre, on aura l'occasion de le revoir aussi en particulier sur une photo de Sarah Moon. Alors, Stasis Epigevicius a représenté un de ses personnages fétiches à lui, qui est Pinocchio, très très présent. Cet hommage à André François, simplement au crayon de couleur, le grand Stasis Epigevicius, qui est d'origine lituanienne, et dont la ville natale, donc Panevejic, est en train de lui construire un énorme musée. Il m'a fait d'ailleurs l'amitié de demander d'aller présenter son travail à Panevejic aux élus là-bas pour la construction de ce musée est assez exceptionnel. Et pour lui, c'est vraiment une très, très, très grande admiration pour André François. Pierre Etex, qui est décédé depuis, très très lié à André François. Nous étions ensemble à l'enterrement, on a marché de concert de la main d'André François jusqu'au cimetière et il sanglotait tout le long de la route. Ce qui a relié Pierre Etex et André François, c'est les clowns et c'est le monde du cirque. Et André François a fait plusieurs des affiches de Pierre Etex. Et là, il s'est contenté de représenter ses initiales, et puis avec encore le petit oiseau de la fête de la musique qui est perché là. Un hommage d'une très très grande délicatesse, qui est très très beau. Il a représenté beaucoup de sirènes, André François, et là on se retrouve avec une sirène aussi d'Isabelle Forestier, donc qui est à l'aquarelle, et donc extrêmement différente de l'univers des sirènes d'André François. Mais voilà, c'est son appropriation personnelle. Alors ça, Claire Forgeot a beaucoup travaillé dans l'esprit aussi d'André François. André François a récupéré plein de trucs. Donc là, c'est un bois flotté sur lequel elle a collé un crayon et où elle a dessiné à l'acrylique et au fusain cet arbre. Il est double face, vous voyez, donc avec une petite inscription, petite stèle de poche pour un si long voyage. Et lorsque j'ai présenté l'exposition à Arles avec Robert Delpire, eh bien cette petite stèle de poche a été volée. Et Robert Delpire a fait un ersatz absolument magnifique dans une brique de plexiglas pour le remplacer, mais évidemment, ça ne remplace pas complètement l'original. Henri Galeron, c'est un portrait d'André François, mais ça pourrait être un autoportrait, parce qu'en fait, ce qu'il a voulu saluer, c'est l'anticonformisme d'André François. Alors, Henri Galeron, évidemment, là, il a travaillé à l'encre de Chine et à l'acrylique, mais il varie les techniques, et là, le support, le fait d'avoir un papier brun, évidemment, donne aussi un relief particulier à son travail, mais donc c'est un grand spécialiste des choses inillustrables, Lewis Carroll en particulier, qu'il admire beaucoup, et il se reconnaissait dans l'anticonformisme et le goût de la fantaisie d'André François. Là, on a Laetitia Gallier, une artiste italienne d'une grande culture et
et en particulier quelqu'un d'extrêmement drôle dans la vie. Elle a fait de l'acrylique là, mais elle a cette particularité, ça ne se voit malheureusement pas trop là sur ma reproduction, hein, que de sabler les fonds, donc elle travaille sur un papier sablé, ce qui donne effectivement un grain un peu particulier. Elle a représenté l'éléphant très présent dans André François, bien sûr la peinture, et puis deux des personnages des publicités du Nouvel Observateur, le chien et l'escargot. Alain Gauthier, qui lui aussi est décédé depuis, voilà un acrylique sur papier, très délicat, et une autre œuvre encore d'Alain Gauthier, qui en a rendu deux, et donc là, cette fois, c'est une allusion à tout le travail qu'André François a pu faire pour les arts de la scène. Il a fait en particulier des décors et des costumes pour des ballets de Jane Kelly. Il a fait des décors et des costumes pour des ballets de Roland Petit. Enfin, et donc aussi des décors plusieurs décors de théâtre, beaucoup d'affiches de théâtre, et l'interprétation d'Alain Gauthier qui est à l'acrylique aussi, il travaille essentiellement à l'acrylique, hein, et baudelairienne. Hein. Nous avons des correspondances, hein, voilà, les couleurs et les sons se répondent avec ce violoncelle. Le violoncelle est aussi un instrument de musique privilégié dans le travail d'André François. Martin Jarry fait ici allusion à un livre d'André François dont on a aperçu une lithographie au mur de Philippe Dumas dans le dessin d'Élie Chardin, qui est Arthur le Dauphin qui n'a pas vu Venise. Donc Martin Jarry lui a fait coller là, chacun des bateaux, hein, qu'on peut voir là est collé, et tout ça est fait à l'acrylique. Louis Josse est pianiste lui-même, donc et adore les chats, donc c'est une forme d'autoportrait de Louis Josse, n'est-ce pas, qui a fait une petite sonate pour André François. C'est un grand musicien de jazz, Louis Josse, en dehors des dessinateurs extraordinaires, et il a représenté donc le clown d'André François que j'avais choisi pour mon affiche accroché au mur. Et là, c'est effectivement, alors c'est de l'encre de Chine, hein, et il y a de l'aquarelle aussi et des crayons de couleur. Satoshi Kimamura, qui est japonais, mais qui vit en grande partie en Angleterre et qui a connu André François aussi dans les périodes où André travaillait pour des revues anglaises. Il est très ami aussi de David McKee, et là, il s'est représenté en train de prendre le thé. Alors, avec André François, lui, c'est le petit lapin, Satoshi, hein, se présentait un petit lapin. Et donc, cet André François, le cérémonial du thé était quelque chose qui est extrêmement important dans la vie d'André François, qui avait épousé une Anglaise. On prenait le thé tous les jours, c'était vraiment un rituel incontournable. Et donc, le travail de Satoshi, là, c'est de l'aquarelle, de la gouache, il y a aussi du crayon, il y a de l'encre, enfin. Donc, c'est une série de techniques mixtes, de techniques très traditionnelles. Là, Lionel Coquelin qui représente le deuil, n'est-ce pas, d'André François avec ce tube qui est maintenant vide. Alors, c'est un dessin à l'encre qui a été ensuite retravaillé sur Photoshop. Léo Cooper, qui lui aussi est décédé depuis, et qui était aussi un grand admirateur d'André François. Alors, vous voyez qu'il a fait un portrait d'André François, mais il a repris un de ces moutons à lunettes de la publicité du Nouvel Observateur, et aussi l'incendie de l'atelier. Hein. Et là, il s'agit d'acrylique, et il a travaillé sur un fond de papier huilé. Georges Lemoine, alors la femme d'André François trouvait tout cet hommage moche. Il a dit tous ces dessins sont tous moches, sauf Georges Lemoine. Donc voilà le seul dessin qui a plu à la veuve d'André François, n'est-ce pas, Georges Lemoine. Alors toujours le petit oiseau, bien sûr le crayon. Alors le crayon est collé, hein, alors qu'il s'agit d'encre et de crayons de couleur pour le travail, les initiales d'André François qui sont présentes dans toute son œuvre, voilà, et ces initiales qui s'envolent. Alors, un travail évidemment très 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 délicat à l'encre, comme toujours, comme le travail de Georges Lemoine. Il en a refait là un second, là, qui m'a dédicacé, là en bas. Alors, vous voyez que là, on retrouve la pendule. J'ai dit que l'obsession du temps était présente, et très souvent, les pendules d'André François n'ont pas d'aiguille, ce qui représente la mort, bien sûr. Là, les aiguilles sont en train de partir, portées par un petit oiseau. Et là, c'est le crayon de couleur
et encre. Là aussi, un travail fort délicat. Récent, qu'il m'a envoyé très récemment. Daniel Maja travaille sur papier, mais des paroufles toujours sur toile, donc ce qui donne une présence assez éblouissante. Alors, il a représenté l'influence très grande d'André François. Il faudrait lire l'ensemble du texte qu'il a écrit sur le côté, parce que Daniel Maja dessine pour la presse, mais écrit aussi de façon absolument remarquable, avec une culture extraordinaire. Et vous voyez qu'il a parodié une des publicités de Larousse, qui sème à tout vent, qui sème des petits André François un petit peu partout, et avec une allusion à l'anticonformisme, avec ce satire. Et vous avez aussi Noir qui vole. Très, 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 très beau, remarquable. Alors, il y a à la fois du crayon, il a photocopié, il a retravaillé ensuite, il y a du pastel, beaucoup de pastel, mais aussi des petits rouleaux de gouache à gauche et à droite. Donc, un travail sur le plan technique qui est très complexe. David Mackie aussi est mort depuis, donc voilà, on est un peu dans un cimetière. David Mackie, voilà, allusion à l'incendie de l'atelier d'André François. Il représente un éléphant. Vous savez que l'éléphant d'Elmer est l'un des personnages fétiches de l'œuvre de David Mackie, et donc il a représenté donc cet éléphant qui s'envole au-dessus de l'atelier. Il a parlé d'éléphant phénix. Et donc là, il a travaillé au feutre et au crayon de couleur. Alan Betts a des petits cochons d'Alan Betts. Vous voyez qu'il a parodié l'homme à la tête fleurie, et cette fois, ce ne sont pas des fleurs qui sortent de là, mais des plumes. Alors donc, il s'agit d'un travail à l'encre et à l'aquarelle. Les techniques sont tout à fait traditionnelles. Il a fait des yeux verrons aux petits cochons, ce qui n'a finalement aucune raison d'être, mais en tout cas qui est particulièrement réjouissant. Consuelo de Montmarin a eu la chance de travailler plusieurs fois André François, exposé avec lui. Donc on retrouve la fameuse chaise, donc on a vu plusieurs fois. Le petit personnage qui grimpe sur la chaise est un des personnages qu'on voit chez André François, et c'est aussi ce bestiaire absolument grotesque et l'envol. Alors c'est tout simplement un travail au crayon de couleur. Là, c'est une photo de Sarah Moon. Alors, c'est un grand cerisier qui est dans le jardin de Grésy-les-Plâtres, dans la maison d'André François. Donc, elle a donc représenté André François sur ce cerisier. Lorsqu'André François est mort, le cerisier était en fleurs. Et donc, nous avions tous des paniers de fleurs de cerisier que l'on a déversés sur son cercueil. Alors, Pef travaille au crayon de couleur. Vous voyez que André François est dans l'idée de Léonard de Vinci, n'est-ce pas, de Georges, de Francisco, d'Édouard, d'Auguste et de Pablo. Sauf que lui est bien clown. Il a un petit côté penché et fantaisiste qui correspond bien à la personnalité de Pef. François Place cette fois, cheval très présent dans les publicités d'André François, et surtout le clown, évidemment, de tout le cirque, le clown musicien. Et on est à un très beau travail d'encre et d'aquarelle sur papier, avec ce cabayot de bleu qui est vraiment une très très belle réussite. Yvan Pommeau m'avait d'abord dit qu'il ne ferait pas, donc cher J.K., décidément ses hommages et les anniversaires, c'est pas ma tasse de thé. Et il n'a rien à offrir à André François, lui qui pourrait tout à fait se passer de ses sels, parce qu'il a tous les galets des bords de mer. André François a très très largement dessiné sur des galets, réutiliser des galets dans ses collages, etc., et dans ses sculptures. Et donc, voilà, c'est une allusion à cet aspect-là de l'œuvre d'André François qu'on n'avait pas vu encore, n'est-ce pas? Et en fait, le travail est au crayon et à l'acrylique. Alors, Claude Ponty. Alors, voilà ce qu'il me dit de ces techniques, Claude Ponty. Photocopie, colle, huile de coude, aquarelle, sympathie, salive, regard en coin, cutter en ligne droite, ciseaux complaisants, correction d'erreurs de parallaxe, lassitude devant l'assistance du commanditaire, c'est moi, respect profond et admiration pour André François.
Alors, c'est vrai qu'il s'était fait tirer l'oreille et que j'ai eu beaucoup de mal à le faire travailler, mais donc il a repris une couverture d'un des grands livres d'André François qu'il a fait avec Jacques Prévert, La lettre d'Il Nadar, livre de 1952, qui est un pamphlet absolument violent contre le colonialisme, hein, alors que commençait tout doucement à souffler le vent des indépendances, donc c'était quelque chose d'extraordinaire. André François a beaucoup représenté de lettres, hein, et en particulier de lettres comme ça par avion qui n'existent plus maintenant. Et cette enveloppe ne dit rien aux jeunes générations. Et il s'amusait aussi, André François, à mettre des timbres. Je vous ai montré tout à l'heure ces têtes timbrées. Là, il fabriquait des timbres extrêmement fantaisistes. Et donc, Claude Ponty a rajouté un timbre de son cru sur la couverture du livre qui représente, n'est-ce pas, le petit poussin masqué très présent dans l'œuvre de Claude Ponty. Hein. Où que tu sois, ben, voilà, tu m'entendras, dit le petit poussin masqué de Claude Ponty. Et donc, il s'agit évidemment de collage, hein, et voilà. Denis Poupeville, cette fois, c'est une allusion à tous ces personnages grotesques, extrêmement inquiétants de la fin de vie d'André François qu'il a représenté dans tous ses dessins sur la santé mentale. Et donc là, c'est de l'aquarelle et de l'encre. Laura Rosano s'est amusée à faire des collages, hein, mais pas uniquement. Il y a aussi un peu de crayon de couleur et c'est sur un fond cartonné. Et donc, allusion au papillon, le fameux papillon d'école des loisirs. Vous retrouvez aussi le petit oiseau. Et puis, vous avez là toute une série de petites montres. Donc, voilà la thématique d'André François qui est réinterprétée par Laura Rosano, qui est devenu trop rare maintenant dans le domaine éditorial, qui fait plus guère de l'illustration maintenant. Tony Ross, anglais, très anglais, avec l'idée évidemment des French Frogs, donc il représentera André François et sa femme à la campagne. Donc c'est de l'encre noire et puis de l'aquarelle. Il fait partie de toute la troupe de ces illustrateurs anglais qui aimaient beaucoup André François et dont il était proche. Des papiers déchirés cette fois. Voilà, c'est la première fois qu'on voit cette technique. C'est Sarah qui est une virtuose du papier déchiré. Dans le prochain numéro des Arts dessinés, j'ai fait un article justement sur les papiers déchirés de Sarah qui va paraître bientôt. Et donc, elle a représenté l'anticonformisme d'André François avec le loup et l'agneau, hein, donc avec cette élégance de port. Et elle avait avant fait une très très belle esquisse au pastel, hein, représentant aussi ce loup et l'agneau. Donc il s'agit de Sarah. Voilà, Jean-Charles Sarrazin, donc allusion aussi à l'esprit d'enfance d'André François, et avec ce portrait là qui est à la plume et à l'aquarelle. Ronald Searle, quand j'ai joué à Ronald Searle, il était très malade, d'ailleurs depuis il est décédé. Alors Ronald Searle m'a dit qu'il n'était pas du tout en état de me faire un dessin, et donc il m'a envoyé des photos de cette médaille que depuis j'ai eu la chance de pouvoir acheter dans une vente aux enchères, et donc d'une médaille qu'il a fait pour l'Hôtel des Monnaies à Paris, hein, et donc avec un portrait d'André François. Et de l'autre côté, eh bien, on a un certain nombre d'éléments qui font partie de l'univers d'André François, les nus très grotesques. Vous voyez aussi la pendule sans aiguille, et puis la mort, et la mort qui dessine aussi. Alors les plâtres originaux de ces médailles sont au British Museum. Donc c'était Ronald Searle. Carmen Soler-Vandrell, qui est une actrice, qui est une illustratrice espagnole, elle a d'abord fait allusion au recyclage d'André François avec ce petit cordon de poubelle qui est un collier, qui est le collier, et aussi aux sirènes, avec des seins assez généreux. André François représentait toujours des femmes avec des poitrines abondantes, très très généreuses. Et donc là, c'est de la craie, c'est du pastel, il y a de l'huile, il y a du collage, enfin, c'est toute une série de techniques diverses pour cette œuvre quand même qui est très présente.
Alors ça, c'est une dédicace. Un jour où j'allais chez André François, j'étais passé avant à l'atelier de Grégoire Solotareff et je lui ai dit, ben voilà, je vais chez votre idole. Et Grégoire m'avait confié toute une pile de livres à dédicacer, dont Les Rhumes d'André François. Et dans l'exemplaire des Rhumes que Grégoire m'avait confié, était avait une page manquante qui était la première page. Donc André François lui écrit il y a un commencement qui manque, il faut l'inventer. Et donc Grégoire Solotareff a imaginé le début des ruines, c'est-à-dire une scène de fortification, n'est-ce pas? Voilà comment sont nées les ruines, selon Grégoire Solotareff. Et il s'agit de l'encre de Chine, hein, tout simplement sur papier. Frédéric Ster, très beau portrait d'André François, extrêmement semblant. Alors c'est de la mine, c'est de la craie noire, hein. Et puis il s'est amusé à faire un calque avec un crayon rouge qui est posé dessus, mais là, dans la production, les deux sont séparés, en souvenir d'un documentaire qu'il avait vu sur Picasso faisant son autoportrait devant un miroir. Tommy Ungerer est le premier qui a répondu quand j'ai fait cet hommage. Tommy Ungerer, qui lui aussi est décédé depuis, qui était aussi un fan d'André François. Ils s'étaient rencontrés à New York, alors qu'André François travaillait pour le New Yorker. Il a fait une bonne cinquantaine de couvertures pour le New Yorker, et donc il a fait la connaissance de Tommy Ungerer à New York, et il s'était jamais perdu de vue. Et là, il a repris l'idée du papillon, mais cette fois, vous voyez que le papillon devient vivant et se sauve du papier, et c'est de l'encre Chine, c'est du crayon, et donc du crayon de couleur et du collage, hein. Et voilà, malheureusement, Tommy Ungerer nous a quittés depuis. Alors là-haut, il a écrit hommage à l'œuvre d'André François avec de belles fautes d'orthographe. Je vais beaucoup recevoir des courriers de Tommy Ungerer parce qu'il y avait toujours des fautes d'orthographe, et je trouve que ça ajoutait beaucoup au charme de ces courriers. Alors Christian Wolff, voilà sa signature. Alors Christian Wolff, c'est évidemment une photographie d'une de ses actions, de ses collages. C'est un clown, une version de Christian Wolff avec de la récup. La récup qui est complètement aussi dans l'esprit d'André François. Anne Wilsdorf, que vous connaissez, puisqu'elle est suisse, elle vit en Suisse, elle est la nièce de Tommy Ungerer, hein, et donc elle est aussi grande admiratrice d'André François. Alors là, elle a fait une peinture à l'acrylique, mais c'est sur du carton ondulé, ce qui se voit pas très bien sur ma photo. Et là, allusion à une publicité de Citroën où André François a fait un syncrétisme entre l'ange et la sirène, et en particulier entre les sirènes grecques qui sont des sirènes ailées et les sirènes nordiques qui sont des sirènes à queue de poisson, hein. Et là, il y a de nouveau la sirène. Vous remarquez que la sirène a une poitrine tout à fait abondante aussi. Voilà. Ça, c'est une allusion à l'Aden du Baladar avec cette végétation exotique. Le crocodile, le fameux crocodile des larmes de crocodile, bien sûr, et André François en dauphin qui émerge de la gueule du crocodile. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait complet sur les allusions au travail d'André François. Et avec une patte qui est vraiment très ferme. J'ai pris le parti de ne pas cacher les bords et de ne pas mettre de passe-partout sur l'exposition pour que l'on voit finalement le bout du coup de pinceau, la façon dont les gens maîtrisent le coup de pinceau, et ce qui est très intéressant. Et voilà le dernier dessin de mon corpus. Il s'agit de Zahû à l'encre de Chine et à l'acrylique sur papier. Les allusions, il appelle peintre de la Renaissance graphique. Cet œuf, il était présent sur une couverture, sur plusieurs couvertures du New Yorker, très présent aussi dans l'œuvre d'André François, en particulier dans un livre qui s'appelle Exercise Book, qu'il a fait pour le Daily Bull en Belgique, hein. Et donc, voilà ce prince qui émerge de l'œuf, voilà, et qui va tout faire péter avec ces choses.
Et voilà, on a fait donc le tour de mon petit corpus extrêmement rapidement, puisqu'on m'a demandé d'être très rapide. Et je crois que j'ai tenu dans les temps, n'est-ce pas, Clément? Voilà. Merci beaucoup, Janine Kotvika. Alors donc, si je dois faire une petite conclusion, évidemment, grande admiration d'André François, beaucoup d'aspects de son œuvre. Si vous ne le connaissez pas, j'espère que ça vous donnera envie de vous y plonger. Je voudrais dire que pour cette exposition, j'ai fait un catalogue. Vous pourrez consulter ce catalogue au musée d'art et d'histoire, parce que j'ai déposé quelques catalogues en même temps que la fondation. En même temps que la fondation, donc vous pourrez avoir d'autres indications, et voilà. Alors c'est évidemment pas exhaustif. Beaucoup de ces artistes sont dans la fondation, mais pas tous. J'espère que d'autres pourront y entrer, mais il fallait passer par le veto de Monsieur le Président, et donc tous n'ont pas trouvé grâce à ses yeux. Voilà. Voilà. Merci Janine. Merci pour ce survol historique, on peut dire, de toute une génération d'illustrateurs et d'illustratrices. C'est la journée de la frustration. Frustration de ne pas être à vos côtés, frustration d'être obligé de sursemer avec un temps si limité. Mais en fait, je suis quand même très heureuse d'être avec vous. Je te propose de peut-être converser un peu avec le public. On va passer aux questions, s'il y en a. Oui, bien sûr. Est-ce que dans l'assistance, quelqu'un a une question? Pour le moment, non. Moi, je commence peut-être avec une. Donc, c'est vraiment un portrait en creux de André François, puisque on le découvre à travers ses tendances, ses bestiaires, à travers aussi toute une génération de structures éditoriales, de presse, etc. On a compris qu'il se nourrissait d'un certain nombre de choses comme les arts du spectacle, les animaux, la musique. Est-ce qu'il y avait d'autres ingrédients dans son travail d'inspiration, toi qui l'as connu? Il y a des sources d'inspiration qui sont vraiment privilégiées, comme le cirque, par exemple. On en a perçu quelques éléments. C'est extrêmement important. Depuis sa plus tendre jeunesse, il a été passionné par le cirque. Il se trouve que son père était d'une famille de 15 enfants. Et l'un des frères de son père, lorsqu'il était adolescent, il a fait une fugue, il est parti avec un cirque de passage. Et il est devenu directeur du cirque de Moscou, il a épousé la veuve du directeur du cirque de Moscou. Et donc, c'était un personnage mythique dans ma famille, et donc le cirque est omniprésent dans son travail, omniprésent dans la presse, dans sa peinture personnelle, partout, tout le temps. Alors ça, c'est vraiment une des sources privilégiées. Une autre des sources, alors c'est l'érotisme souvent représenté par les sirènes, mais pas toujours, mais un érotisme grotesque. Je pense qu'il y avait une forme, à mon avis, des femmes sont rarement belles, très rarement belle, chez André François. Je pense qu'il y a une misogynie latente qui est présente dans son œuvre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est extrêmement varié. Lorsque j'ai fait le catalogue de l'exposition de ce costume sur mesure, j'ai justement fait un classement thématique. Donc la musique, etc. J'ai fait un classement thématique, alors que là, j'ai choisi l'ordre alphabétique parce que ça me semblait le plus simple. J'avais pensé, puisque on avait le filigrane comme truc, des techniques, et c'est classé par technique, mais c'était pas pertinent, parce que vous avez vu que beaucoup d'artistes ont des techniques mixtes, que c'est très mélangé, etc., et que c'était pas du tout évident. Alors il y a aussi chez André François un ton goguenard, une fantaisie, mais une fantaisie qui en général est tragique. C'était, et au fur et à mesure que sa vie avance, eh bien, ce sera de plus en plus tragique, de plus en plus tragique, jusqu'à faire à la fin de sa vie essentiellement des dessins sur la santé mentale qui sont
très très dur, d'une très très grande beauté, mais extrêmement dur. Moi, je l'ai très très bien connu à la fin de sa vie, et c'est vrai que il était extrêmement mélancolique. Il faut dire que l'incendie de son atelier, ça a été aussi un choc absolument considérable, absolument considérable. Et son inspiration, elle naissait très souvent des objets. Il ramassait un petit truc et il partait de là, et c'était à partir de là qu'il jouait. C'était très souvent le côté matériel qui l'incitait à travailler, beaucoup plus que les idées. Les idées venaient dans un deuxième temps. Un galet, par exemple, vous avez cité, tu as cité, pardon, un moment qui ramassait comme ça des cailloux et des galets sur les plages. Oui, ramasser Gabriel Sol, je me souviens, il avait fait, c'était devenu d'ailleurs une invitation, il en avait fait une invitation, en jardinant, sa femme avait trouvé les petits bouts d'une tasse cassée, la tasse cassée s'est trouvée tout de suite intégrée à un dessin, hein, il a un cadavre d'oiseau qui était tombé dans son atelier. Il a aussi tout de suite utilisé ce cadavre d'oiseau, et à partir de là, il en a fait une peinture. Hein. C'était la matérialité était souvent première chez lui, très très souvent première. Merci beaucoup. Et puis, il avait, à la fin de sa vie, il s'était éloigné des dessins posés. Tout ce qu'il a fait, qui est fantastique, et moi, je suis très, très, très admirative de tout ce qu'il a fait pour la presse, en particulier pour Punch, et puis pour le New Yorker, qui est quand même Lilliput aussi, mais surtout Punch et le New Yorker. Et là, c'était des dessins, c'était finalement donc des dessins de commande. Eh bien, c'est absolument extraordinaire. Hein. Punch, vous avez un personnage qui est Polichinelle, qui est décliné dans une quarantaine de couvertures avec une dextérité absolument magnifique. Hein. Et une drôlerie et une intelligence, un sens de la couleur, c'est absolument magnifique. Hein. Merci pour cette réponse complète. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Non? Dominique, tu avais une petite question? J'ai regret d'avoir été aussi vite. Hein. Attends. Bon, j'avais deux questions qui rejoignent les deux axes en fait du colloque. La première, vu que vous avez bien connu l'homme et son atelier avant qu'il brûle, c'était de nous faire une description, un souvenir de son atelier. Ah, je viens de ce côté. Oui, si vous pouviez nous dire deux mots sur l'atelier. Et puis la deuxième question qui serait plus liée à... Je pense que vous y aviez partiellement répondu déjà, c'était son fonctionnement. Vous avez dit qu'il faisait sans arrêt des petits croquis, qu'il réfléchissait en dessin, et que les rencontres d'objets pouvaient faire jaillir des idées. Donc peut-être surtout ma première question en fait, l'atelier. Bon, il y a un atelier volant puisqu'il dessine tout le temps, mais son atelier, ce fameux atelier qui a brûlé, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots, des souvenirs? Est-ce qu'il s'entourait d'objets, voilà? André François, après la fin de la guerre, faisait du vélo, pédalait allègrement dans le Vexin. Ils habitaient Paris à l'époque, là, avec sa femme. Ils habitaient un tout petit appartement à Paris. Et alors qu'il pédalait comme ça sur les routes du Vexin, il a rencontré un autre cycliste. Ils ont pédalé de concert. Il se trouve que ce cycliste était l'instituteur de l'école de Grésy-les-Plâtres. Et cet instituteur lui a dit: il y a une maison à louer à Grésy-les-Plâtres. André et Marguerite sont allés voir la maison. Ils l'ont louée. Ils l'ont plus tard acheté, et donc depuis la fin de la guerre jusqu'à sa mort, ils ont habité cette maison. Alors, dans un premier temps, il avait un atelier dans la maison qui était installé dans son grenier, dans le grenier, qui était d'ailleurs un atelier tout à fait correct. Et puis ensuite, son fils, Pierre, qui est architecte, lui a construit un atelier dans le jardin, donc un très très grand atelier dans le jardin. Alors c'était un bric-à-brac absolument éblouissant. Il stockait tout, il ramassait des morceaux de bois, il ramassait un peu de tout, il avait des matériaux de toutes sortes, mais surtout il n'aimait pas vendre. Il avait décidé qu'il ferait des donations post-mortem, et
par chance, il a fait beaucoup de gravures, en particulier des lithos, mais aussi des sérigraphies. Voilà, il a fait de gravures sur bois, mais quelques gravures sur cuivre aussi. Si, il a fait beaucoup de gravures, et donc son œuvre gravée permet que l'on trouve encore des œuvres d'André François maintenant, puisque il s'est séparé de très peu d'originaux. Quelques-uns sont dans des institutions, quelques-uns dans des collections privées, mais très peu. Tout était stocké dans son atelier. Donc, une nuit de décembre en 2002, on ne sait pas pourquoi, l'atelier a flambé. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses, dont une, l'atelier jouxtait la clôture du jardin, et de l'autre côté, il y a un champ avec au bout une boîte de nuit, et très souvent, il y avait des fumeurs, que je mets entre guillemets, qui venaient fumer contre le mur là. Il est possible qu'il y a eu donc un mégot quelconque qui a pu être jeté de l'autre côté. En tout cas, l'atelier a flambé. Alors, c'est un drame parce que, évidemment, toute son œuvre étant dedans. Alors, il y a eu des coups de chance, si j'ose dire, parce que il avait prêté des choses, quelque chose qui avait été prêté à une exposition. Ça a été sauvé. Malheureusement, d'autres venaient d'une exposition emballée dans du papier bulle. Et là, le papier bulle, évidemment, a fait que tout était complètement fichu. Mais il y a eu aussi des piles de dessins et des piles de gravures qui étaient assez compactes et dont seuls les bords ont brûlé. Donc, après, je vous ai montré la photo où il est dans son jardin, le jour où on a découvert, parce qu'il y a eu en plus le dégât des eaux des pompiers, j'étais là le jour où ils ont découvert l'atelier après la brûlure. C'était un moment intense et absolument terrible. Et donc, on a mis en retard un peu toutes les choses. On a dû retrouver l'original de l'affiche de l'école des loisirs, par exemple, qui était un grand moment d'émotion. Et il y avait à peu près 200 dessins avec des bords brûlés, mais qui étaient lisibles, qui étaient intéressants. Donc j'avais dit à André, il faut les exposer. Et il dit non, c'est des rebuts, non. Sa femme n'a pas voulu non plus. Alors j'ai attendu patiemment le décès de sa femme, et ensuite j'ai relancé les enfants, et ils ont accepté donc que j'expose ces dessins brûlés. Donc j'en ai fait un catalogue qui est aussi au musée d'art et d'histoire, vous pourrez voir. Lorsque j'ai exposé ça, les gens qui connaissaient André François et qui sont rentrés dans la salle sont mis à pleurer, parce que cette espèce de dentelle, de deuil, si vous voulez, brûlé, qui entourait les dessins, était finalement un plus. C'était absolument superbe. Et donc voilà. Alors il s'est réinstallé dans son ancien atelier de la maison. Il a continué à travailler et il a récupéré dans les décombres de l'atelier du plomb fondu, des bouts de bois brûlés, etc. Il a créé des œuvres à partir de tous ces petits rebuts, de ces déchets, si j'ose dire. Et puis, il en a fait une exposition qui a été présentée à Beaubourg, qui s'appelait L'épreuve du feu. Alors, c'est Robert Delpire, son grand ami Robert Delpire, qui a présenté l'exposition à Beaubourg. Et il y a un catalogue qu'on peut trouver encore. Et à cette occasion, Sarah Moon a fait un très très beau film d'André François, donc sur cet incendie de l'atelier. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas quelle était la deuxième question. Vous y avez répondu, en fait, Oui, à la fois en répondant à Clément et en répondant maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Janine. Merci surtout de t'être prêté à cet exercice difficile de parler devant ton écran sans voir l'assistance. On a donc une captation de l'ensemble de ces 2 journées que tu pourras découvrir a posteriori. Merci encore, Janine Kodvika. Oui, avec plaisir.